Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des chapitres les plus passés sous silence et les plus complexes de l'histoire européenne, la polygamie au Moyen Âge, ses racines ancestrales, ses manifestations chez les rois et les paysans, et le lent processus par lequel la monogamie est devenue la norme dominante en Occident. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de récits documentaires comme celui-ci. Il y a un peu plus de 1000 ans, quelque part, dans les terres que nous appelons aujourd'hui l'Europe, un homme puissant s'éveillait aux côtés d'une femme qui n'était pas son épouse. Il ne s'agissait pas d'une liaison furtive, cachée dans les coins sombres d'un château. C'était une chose connue, acceptée et même attendue. Dans les couloirs de pierre des palais médiévaux, dans les salles éclairées par des torches où les nobles scellaient des accords et tramaient des alliances, les règles du mariage étaient bien différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui. Ce qui serait aujourd'hui considéré comme une infidélité ou un scandale était, à l'époque, un instrument de pouvoir, un outil de diplomatie et, dans de nombreux cas, une pratique protégée par des lois et des traditions séculaires. Pour comprendre comment l'Europe médiévale gérait la question des unions conjugales multiples, il faut remonter le temps, traverser des siècles de transformations religieuses, politiques et sociales, et parcourir un chemin qui nous mènera des pages de l'Ancien Testament aux décrets des grands conciles de la chrétienté, en passant par les fjords glacés de Scandinavie, les collines verdoyantes d'Irlande et les palais étincelants de la péninsule ibérique musulmane. C'est une histoire de pouvoir, de foi, de désir et de contrôle, sur la manière dont les sociétés ont construit et déconstruit les règles de l'amour et du mariage au fil des siècles. Et elle commence bien avant le Moyen Âge proprement dit. Dans les anciennes terres du Moyen-Orient, des millénaires avant qu'un chevalier ne lève son épée au nom d'un roi européen, les Écritures saintes qui allaient fonder 3 des plus grandes religions du monde décrivaient déjà, avec naturel, la pratique consistant à avoir plusieurs épouses. Dans l'Ancien Testament, livre sacré pour les Juifs et les chrétiens, certaines des figures les plus vénérées vivaient dans des arrangements conjugaux incluant plusieurs femmes. Abraham, considéré comme le patriarche des 3 religions monothéistes, entretenait une épouse principale, Sarah, et une concubine, Agar, avec qui il engendra Ismaël. Le récit biblique ne condamne pas cette union. Au contraire, elle est présentée comme faisant partie d'un plan plus vaste, comme un prolongement naturel de la vie d'un homme béni par Dieu. Jacob, petit-fils d'Abraham, alla encore plus loin. Il épousa 2 sœurs, Léa et Rachel, et eut également des enfants avec 2 servantes, Bila et Zilpa. Ces 12 fils donnèrent naissance aux 12 tribus d'Israël, ce qui signifie que la fondation même du peuple hébreu est enracinée dans une structure familiale polygame. Et ce n'était pas seulement une question de descendance. Chacune de ces unions apportait avec elle des implications de pouvoir, des alliances entre familles et des garanties de continuité pour la lignée. Le cas le plus emblématique, cependant, est celui du roi David, et surtout de son fils Salomon. David, décrit dans les Écritures comme un homme selon le cœur de Dieu, eut plusieurs épouses tout au long de sa vie, parmi lesquelles Michal, Abigaïl et Bethsabée. Chacun de ces mariages comportait une composante politique et stratégique. Mais c'est Salomon qui poussa la pratique à l'extrême. Selon le premier livre des rois, Salomon possédait 700 épouses de sang royal et 300 concubines. Ces chiffres, bien qu'ils puissent contenir un certain degré d'exagération littéraire, reflètent une réalité historique dans laquelle le mariage était avant tout un outil diplomatique. Épouser des princesses de nations voisines était une manière de sceller des alliances, de garantir la paix entre peuples rivaux et d'étendre l'influence d'un royaume sans nécessairement recourir à la guerre. La polygamie, dans ce contexte, n'était pas perçue comme de la luxure ou de l'immoralité. C'était une stratégie. C'était de la gouvernance. C'était le langage du pouvoir traduit en liens matrimoniaux. Ces traditions se sont profondément enracinées dans les sociétés du Moyen-Orient et peu à peu ont influencé les peuples qui allaient former la base culturelle et religieuse de l'Europe. Lorsque le christianisme a commencé à se répandre dans le monde romain, à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, il portait en lui l'héritage de ces écritures. Cependant, le nouveau mouvement religieux apportait aussi une réinterprétation radicale des relations entre l'homme et la femme. Les évangiles, textes centraux du Nouveau Testament,
disent relativement peu de choses sur le mariage en soi. Jésus-Christ, selon les récits bibliques, s'est montré relativement indifférent à la question de la polygamie. Il a condamné l'adultère et découragé le divorce, mais n'a prononcé aucune interdiction directe contre le fait d'avoir plusieurs épouses. C'est dans les épîtres de Paul de Tarse, écrites dans les décennies suivant la mort du Christ, que la défense de la monogamie a commencé à prendre des contours plus définis. Paul a écrit que les chrétiens ne devaient pas divorcer, que ceux qui divorçaient ne devaient pas se remarier et que les relations sexuelles hors mariage étaient condamnables. Pour les évêques et les diacres, l'exigence était encore plus claire. Ils devaient être les maris d'une seule femme. Ces orientations pauliniennes ont planté les graines d'une transformation qui mettrait des siècles à se consolider. Les premiers pères de l'Église chrétienne, au cours des siècles suivants, ont travaillé à distancier le christianisme des traditions juives qui acceptaient encore la polygamie. Peu à peu, la monogamie a commencé à être présentée non seulement comme une recommandation, mais comme le modèle divin du mariage. L'union entre un homme et une femme en est venue à symboliser la relation sacrée entre le Christ et son Église, une métaphore puissante qui donnait au mariage monogame un poids théologique sans précédent. Lorsque l'empereur Constantin s'est converti au christianisme au début du IVe siècle, cette transformation a acquis une force institutionnelle. La Rome chrétienne s'est mise à interdire légalement la bigamie, a restreint les possibilités de divorce et a rendu juridiquement impossible le fait de maintenir simultanément une épouse et une concubine. La monogamie cessait d'être un idéal religieux pour devenir une loi de l'État. Mais les lois écrites sur parchemin ne correspondent pas toujours à la réalité vécue dans les salons des palais et les chambres des puissants. Et c'est ici que l'histoire devient véritablement fascinante. Alors que les théologiens et les juristes romains travaillaient à consolider la monogamie comme norme, les tribus germaniques qui habitaient les vastes forêts au nord de l'Empire romain vivaient selon leurs propres codes, très différents des lois romaines et chrétiennes. Francs, Saxons, Lombards et autres peuples germaniques maintenaient des traditions matrimoniales incluant diverses formes d'union conjugale. Parmi ces peuples, la distinction entre mariage formel et concubinage était fluide. Un homme de rang élevé pouvait entretenir une épouse principale, avec qui il célébrait une cérémonie reconnue par la communauté, tout en maintenant une ou plusieurs partenaires dans des arrangements moins formels, mais également acceptés par la société. Les enfants nés de ces unions, bien qu'ils puissent avoir un statut différent, en termes d'héritage, n'étaient pas nécessairement stigmatisés. En pratique, ce qui existait était un système de partenariat multiple fonctionnant selon les normes locales, et non selon les dogmes de l'Église de Rome. Lorsque ces peuples germaniques commencèrent à se convertir au christianisme, à partir du Ve siècle, une tension se créa entre leurs traditions ancestrales et les nouvelles exigences religieuses. La conversion des Francs, par exemple, est un cas illustratif. Le petit roi Clovis se convertit au christianisme vers l'an 496. En grande partie sous l'influence de son épouse Clotilde. Mais la conversion religieuse ne signifia pas une transformation immédiate des coutumes matrimoniales. Les Francs continuèrent à maintenir des pratiques polygames pendant des générations après l'adoption du christianisme. L'Église, à cette période, construisait encore son autorité et n'avait pas assez de pouvoir pour imposer ses règles aux rois et guerriers qui contrôlaient de vastes territoires et des armées redoutables. Le résultat fut une longue période de négociation et d'accommodement, durant laquelle l'Église prêchait la monogamie en chair, tandis que les puissants continuaient à vivre selon leurs propres règles. Aucun exemple n'illustre mieux cette contradiction que la vie de Charlemagne, l'homme qui allait être couronné empereur des Romains à Noël en l'an 800, marquant le début de ce qui serait plus tard appelé le Saint-Empire romain germanique. Charlemagne est resté dans les mémoires de ses biographes non seulement comme un guerrier redoutable et un administrateur compétent, mais aussi comme un homme aux appétits conjugaux considérables. Selon Eginhard, le biographe qui côtoya l'empereur et écrivit sa vie en détail, Charlemagne se maria formellement au moins 4 fois au cours de sa vie. Sa première relation connue fut avec une femme franque nommée Himiltrude, dont la relation avec le futur empereur est décrite de diverses manière par les sources historiques, tantôt comme un concubinage, tantôt comme un mariage informel. Avec Himiltrude, Charlemagne eut un fils nommé Pépin,
qui devint célèbre sous le nom de Pépin le Bossu et qui serait plus tard impliqué dans une conspiration contre son propre père. En 770, Charlemagne épousa formellement Désirée, ou Désidérade, fille du roi Didier des Lombards. Cette union était clairement politique, destinée à sceller une alliance entre les Francs et les Lombards. Cependant, le mariage dura à peine plus d'1 an. Charlemagne répudia Désirée et épousa Hildegarde, une noble de Souabe, avec qui il eut 9 enfants au cours d'un mariage qui dura jusqu'à la mort d'Hildegarde en 783. Mais même pendant son mariage avec Hildegarde, Charlemagne entretint des relations parallèles. Une femme nommée Gerswinde, d'origine saxonne, devint sa concubine vers 773 et lui donna une fille, Adaltrude. Une autre concubine, Madelgarde, lui donna une autre fille, Ruodeide, née en 775. Après la mort d'Hildegarde, Charlemagne se remaria cette fois avec Fastrade, une noble franque de l'Est. Eginhard n'était pas un grand admirateur de Fastrade, la décrivant comme belle mais cruelle et suggérant que sa cruauté aurait provoqué des conspirations et des révoltes, y compris celle de Pépin le Bossu en 792. Fastrade mourut en 794, et Charlemagne se maria une dernière fois avec Luthgarde, une femme d'Alémanie. Lorsque Luthgarde s'éteignit en l'an 800, l'empereur ne se remaria pas formellement, mais entretint une série de concubines durant les dernières années de sa vie. Eginhard en nomme au moins 4, Gerswinde, Régine, Adalinde et Madelgarde. Régine et Adalinde donnèrent à Charlemagne 2 fils chacune, portant le total des enfants reconnus de l'empereur à environ 20. Les ecclésiastiques qui entouraient l'empereur ne restèrent pas indifférents à cette situation. Un moine nommé Véti de Reichenau alla jusqu'à rapporter une vision dans laquelle Charlemagne était tourmenté dans l'au-delà à cause de ses activités sexuelles. Mais durant la vie de l'empereur, l'Église ferma les yeux sur ses arrangements conjugaux. Charlemagne était trop puissant, trop généreux envers l'Église et trop important pour l'expansion de la chrétienté pour que des évêques et des abbés osent l'affronter ouvertement. Cette dynamique entre pouvoir séculier et autorité religieuse était en réalité le modèle dominant dans l'Europe médiévale. L'Église prêchait la monogamie, mais avait besoin du patronage des rois et des nobles. Les rois, à leur tour, avaient besoin de la légitimité que la bénédiction de l'Église conférait à leur gouvernement. Le résultat était un jeu d'apparence. À tous les niveaux de la noblesse, les seigneurs féodaux entretenaient des épouses légitimes, tout en ayant des concubines. Les enfants de ces unions parallèles étaient appelés bâtards, mais beaucoup occupèrent des positions importantes dans l'Église, l'armée et l'administration. Dans la propre famille de Charlemagne, les fils de ces concubines reçurent une éducation et furent orientés vers des carrières ecclésiastiques. Pendant que cette dynamique se déroulait au cœur de la chrétienté occidentale, dans les terres glacées du nord de l'Europe, un autre ensemble de traditions matrimoniales fleurissait parmi les peuples scandinaves. Les Vikings, comme furent appelés les guerriers et navigateurs nordiques, qui terrorisèrent et fascinèrent l'Europe entre le 8e et le 11e siècle, vivaient selon leurs propres codes sociaux et légaux, dans lesquels la monogamie stricte n'était pas la norme. Dans la société nordique, le mariage formel existait et était un événement important, entouré de rituels et de négociations entre familles. La cérémonie s'appelait brudloup, ou parfois brudkoup, des termes qui signifiaient quelque chose comme la marche de la mariée ou l'achat de la mariée. Le mariage était, avant tout, un contrat entre familles, impliquant des négociations sur les dots, les propriétés et les droits de succession. Cependant, à côté du mariage formel, le concubinage était largement accepté et pratiqué, surtout parmi les hommes de rang élevé. Une concubine, dans la société nordique, s'appelait une fria et possédait un statut reconnu, bien qu'inférieur à celui de l'épouse principale. Elle vivait dans le foyer de l'homme. Ses enfants pouvaient hériter du père s'il les reconnaissait, et elle-même jouissait d'une certaine protection légale. Il ne s'agissait pas d'une relation clandestine ou honteuse. C'était une institution sociale avec ses propres règles. Les sagas islandaises, les grands textes narratifs de la culture nordique médiévale, regorgent de références au concubinage et aux partenariats multiples des hommes de haut rang. La saga de Harald à la belle chevelure,
qui narre la vie du roi ayant unifié la Norvège au IXe siècle, affirme simplement que le roi Harald avait de nombreuses épouses et cite les noms de 3 d'entre elles. Cette mention décontractée, presque insouciante, révèle à quel point la pratique était acceptée dans cette société. Des voyageurs et missionnaires étrangers ayant visité les terres scandinaves ont également consigné ces pratiques. L'envoyé arabe Ahmad ibn Fadlan, qui rencontra les dénommés Russes, un peuple d'origine scandinave, sur les rives de la Volga au Xe siècle, décrivit en détail les coutumes des Nordiques, y compris leurs pratiques consistant à entretenir plusieurs partenaires. Les raisons de la polygamie nordique étaient multiples. Dans une société où la guerre était constante et la mortalité masculine élevée, avoir plusieurs partenaires et, par conséquent, de multiples héritiers était une stratégie de survie pour les lignées aristocratiques. Plus un chef de guerre avait de fils, plus grandes étaient les chances qu'au moins l'un d'entre eux survive pour hériter de ses terres et perpétuer sa lignée. De plus, le nombre de femmes et de concubines qu'un homme entretenait était un indicateur direct de son statut social et de sa richesse. Entretenir plusieurs partenaires exigeait des ressources considérables, car l'homme était légalement obligé de toutes les subvenir à leurs besoins ainsi qu'à ceux de leurs enfants. Par conséquent, la polygamie était, en un sens, une exhibition de pouvoir économique et social. Cela créait, toutefois, un problème significatif pour les hommes de statut inférieur. Si les chefs et les aristocrates monopolisaient un nombre disproportionné de femmes par la polygamie et le concubinage, il restait un nombre plus restreint de partenaires disponibles pour les hommes ordinaires. Certains chercheurs modernes soutiennent que cette pénurie de femmes disponibles fut l'un des facteurs ayant impulsé les incursions vikings. De jeunes guerriers sans perspective de mariage dans leurs terres, natales s'embarquaient dans des expéditions de pillage et de conquête, cherchant assez de richesses pour attirer une épouse ou, dans certains cas, capturant des femmes dans les terres qu'ils attaquaient. Il est important de noter, cependant, que la société nordique n'était pas simplement un paradis pour les hommes et un enfer pour les femmes. Comparées à leurs contemporaines dans d'autres parties de l'Europe, les femmes nordiques jouissaient de droits considérables. La législation nordique permettait aux femmes d'avoir leur mot à dire dans le choix de leur mari, d'entamer des procédures de divorce si elles étaient insatisfaites de leur mariage et de posséder des biens en leur nom propre. Une épouse maltraitée ou négligée avait le droit de divorcer et de récupérer sa dot. Ces protections légales signifiaient que bien que la polygamie existât, elle opérait dans un cadre de règles offrant aux femmes certaines garanties. La première épouse, en particulier, conservait une position d'autorité au sein du foyer que les concubines ne pouvaient pas facilement contester. La conversion des peuples scandinaves au christianisme, un processus graduel s'étendant du Xe au XIIe siècle, apporta des pressions croissantes contre les pratiques de polygamie et de concubinage. Les missionnaires chrétiens dénoncèrent ces pratiques comme pécheresses et contraires à la volonté de Dieu. Cependant, tout comme cela s'était produit avec les Francs des siècles plus tôt, la conversion religieuse ne signifia pas un changement immédiat des coutumes. Les sagas écrites au XIIe et XIIIe siècle, qui décrivent des événements contemporains en Islande et en Norvège, continuent de faire de fréquentes références au concubinage, indiquant que la pratique persista longtemps après l'adoption officielle du christianisme. Bien à l'ouest de la Scandinavie, sur l'île verte et pluvieuse d'Irlande, un autre système légal et social unique fleurissait, un système qui défiait les normes de la chrétienté continentale de manière surprenante. L'Irlande médiévale était régie par un ensemble de lois séculières connues sous le nom de Brehon Law, loi des Bréons, un système juridique maintenu et interprété par des juristes professionnels appelés brehons. Ces lois, qui existaient parallèlement aux lois canoniques de l'Église et qui ne furent que partiellement éclipsées par l'invasion normande de 1169, régulaient tous les aspects de la vie quotidienne, y compris le mariage. Le texte légal le plus important sur le mariage irlandais est le Cain Lanamna, ou Loi des couples, rédigé vers l'an 700 et décrivant les divers types d'unions conjugales permis par la loi irlandaise. Le Cain Lanamna reconnaissait au moins 9 formes différentes d'union, allant du mariage formel entre partenaires de statut égal à des arrangements temporaires et transitoires. Cette diversité reflétait une approche pragmatique et flexible des relations entre hommes et femmes,
bien loin de la rigidité que l'Église cherchait à imposer. La polygamie était explicitement acceptée sous la Brehon Law. Un homme disposant de ressources suffisantes pouvait entretenir plus d'une épouse, bien que la première épouse, connue sous le nom d'épouse principale, jouisse d'un statut supérieur et de droits spécifiques. Lorsqu'un homme introduisait une seconde épouse au foyer, la première épouse avait droit à une période de 3 jours durant laquelle elle pouvait exprimer son mécontentement de manières assez physiques sans subir de conséquences légales significatives tant qu'elle ne causait pas de marques permanentes. Certains historiens suggèrent que la tradition de la lune de miel, la coutume voulant que le couple nouvellement marié s'éloigne pendant une période après la cérémonie, pourrait trouver ses origines dans cette pratique comme un moyen de protéger la nouvelle épouse de la colère de la première pendant cette période d'ajustement. Les concubines communes dans un foyer gaélique avaient un statut inférieur à celui de n'importe quelle épouse, mais recevaient tout de même une protection légale au sein de la maison de l'homme avec qui elles étaient liées. Et, point crucial, le concept d'illégitimité n'existait pas dans la Brehon Law. Tous les enfants, qu'ils soient nés d'une épouse formelle, d'une seconde épouse, d'une concubine ou même d'une relation passagère, avaient des droits de succession et étaient légalement protégés. La question centrale de la loi n'était pas la moralité de la relation ayant produit l'enfant, mais plutôt de savoir qui était légalement responsable de son entretien et de son éducation. Les pratiques matrimoniales irlandaises persistèrent pendant des siècles, même après la conversion de l'île au christianisme. La structure monastique du christianisme irlandais, qui différait significativement de l'organisation ecclésiastique du continent, contribua à cette persistance. Les réformateurs ecclésiastiques ne tardèrent pas à dénoncer les coutumes irlandaises. En l'an 1074, l'archevêque Lanfranc de Cantorbéry écrivit au roi irlandais en décrivant les unions matrimoniales pratiquées sur l'île comme des échanges abominables. Même saint Bernard de Clairvaux, l'une des figures les plus influentes de l'Église au XIIe siècle, exprima son indignation, affirmant que l'évêque Malachy d'Armagh avait été envoyé non pas à des hommes, mais à des bêtes. Ces condamnations reflétaient le profond choc culturel entre les traditions gaéliques et les normes de plus en plus rigides que l'Église tentait d'imposer à toute la chrétienté. Le remplacement de la Brehon Law par le droit canonique fut un processus lent, qui ne s'acheva effectivement qu'au XVIIe siècle, lorsque la domination anglaise sur l'Irlande devint absolue. L'Église catholique, consciente que ses règles sur le mariage étaient fréquemment ignorées ou contournées, entreprit tout au long du Moyen Âge un effort continu pour consolider son contrôle sur l'institution matrimoniale. Ce processus ne se fit pas d'un coup, mais se construisit graduellement à travers une série de conciles, de décrets et de déclarations théologiques qui, ensemble, transformèrent le mariage d'un simple contrat entre familles en un sacrement sacré sous la juridiction exclusive de l'Église. L'un des jalons les plus importants de ce processus fut le 4e concile du Latran, convoqué par le pape Innocent III et tenu en novembre 1215. Ce concile, souvent appelé le Grand Concile, réunit plus de 400 évêques de toute la chrétienté occidentale et orientale, ainsi que des centaines d'abbés, de prieurs et de représentants de monarques européens, incluant des envoyés de l'empereur Frédéric II et des rois de France, d'Angleterre, d'Aragon, de Hongrie, de Chypre et de Jérusalem. Ce fut le plus grand concile, œcuménique depuis le concile de Chalcédoine, tenu en 451, et ses décrets eurent des répercussions profondes sur toute la société médiévale. Parmi les 71 canons promulgués par le 4e concile du Latran, plusieurs traitaient directement du mariage. Les canons 50 à 52 abordèrent les questions d'empêchement matrimoniaux pour cause de parenté, la publication des bans et, de manière cruciale, l'interdiction des mariages clandestins. Avant 1215, le Minsensen, mariage dans le monde chrétien, était essentiellement un contrat privé entre deux parties. Un homme et une femme pouvaient se marier valablement sans la présence de témoins, sans prêtre et sans aucune cérémonie publique. Le consentement mutuel suffisait pour que l'union soit considérée comme valide. Cette flexibilité, bien qu'elle pût paraître libératrice, créait d'énormes problèmes. Il était extrêmement difficile de prouver ou de contester l'existence d'un mariage en l'absence de registre ou de témoins.
Des hommes pouvaient prétendre n'avoir jamais épousé une femme, même si elle affirmait le contraire. Et inversement, quelqu'un pouvait alléguer l'existence d'un mariage antérieur pour empêcher une nouvelle union. Le 4e concile du Latran chercha à résoudre ces problèmes en exigeant que les mariages soient proclamés publiquement à l'avance, par le biais des dénommés bans de mariage, afin que toute personne ayant connaissance d'un empêchement légitime puisse le présenter avant la cérémonie. Le concile éleva également formellement le mariage au rang de sacrement, le plaçant sous la juridiction directe de l'Église et en faisant un lien sacré et, en principe, indissoluble. Cependant, comme cela arrivait souvent au Moyen Âge, la distance entre la loi et la pratique était considérable. Les décrets du 4e concile du Latran n'éliminèrent pas la polygamie informelle du jour au lendemain. Rois et nobles continuèrent d'entretenir des amantes et des concubines, souvent avec la connaissance tacite de tout leur entourage, y compris du clergé. Ce qui changea fut le cadre légal et moral au sein duquel ces pratiques opéraient. Si, avant la réglementation ecclésiastique, un noble pouvait entretenir plusieurs partenaires avec une relative ouverture, il était désormais obligé de le faire de manière plus discrète, en maintenant l'apparence de la monogamie, tout en menant ses relations parallèles en coulisses. La polygamie ne disparut pas. Elle devint clandestine. Cette hypocrisie institutionnalisée était soutenue par un système de bénéfices mutuels entre la noblesse et le clergé. Les nobles qui entretenaient des concubines compensaient la tolérance de l'Église par de généreuses donations de terres, d'argent et de privilèges. Les évêques et les abbés qui fermèrent les yeux sur les irrégularités conjugales des puissants recevaient en échange une protection politique et des ressources matérielles. L'Église savait qu'affronter directement la noblesse signifiait risquer de perdre pouvoir et influence. Et la noblesse savait que maintenir une relation cordiale avec l'Église était essentiel pour la légitimité de son gouvernement. Cet équilibre délicat perdura pendant des siècles et façonna profondément la manière dont la société médiévale gérait les questions de mariage, de sexualité et de pouvoir. Alors que la chrétienté occidentale naviguait entre ces contradictions internes, au sud de l'Europe, dans les territoires de la péninsule ibérique sous domination musulmane, un modèle complètement différent de mariage et d'organisation familiale était en vigueur. La conquête musulmane de la péninsule ibérique, qui commença en 711 avec la défaite du roi wisigoth Roderick, introduisit en Europe occidentale un système légal et social basé sur la loi islamique, lequel permettait explicitement la polygamie. Selon la jurisprudence islamique, un homme musulman pouvait avoir jusqu'à 4 épouses simultanées, à condition de pouvoir les traiter avec égalité et justice, et pouvait également entretenir des concubines. Al-Andalus, comme étaient appelés les territoires ibériques sous domination musulmane, devint un espace de coexistence entre 3 traditions religieuses et matrimoniales distinctes: la chrétienne, qui prêchait la monogamie, la juive, qui en pratique avait adopté tant la monogamie que la polygamie selon le contexte culturel, et l'islamique, qui autorisait légalement la polygamie. Cette coexistence de traditions si différentes sur un même territoire révélait une Europe médiévale bien plus diverse et complexe que ne le suggèrent les simplifications habituelles. Cependant, la pratique de la polygamie en Al-Andalus était plus complexe que ne pourrait le laisser croire la simple permission légale. L'école juridique malékite, dominante dans le droit islamique ibérique, permettait aux femmes d'inclure des clauses dans leurs contrats de mariage empêchant leur mari de prendre de secondes épouses ou des concubines de longue durée. Ainsi, par le biais du système légal lui-même, les femmes musulmanes d'Al-Andalus pouvaient exercer un degré considérable de contrôle sur leur vie conjugale. En pratique, la polygamie était plus courante parmi les élites dirigeantes, califes, émirs et grands seigneurs, que parmi la population générale. Les califes omeyyades de Cordoue, qui gouvernèrent Al-Andalus à sa période de plus grande splendeur, épousèrent fréquemment des femmes d'origines diverses, y compris des princesses chrétiennes et des femmes esclaves d'origine ibérique, dans le cadre de leur stratégie dynastique. La mère du calife Al-Hakam II, par exemple, était une esclave d'origine ibérique nommée Marjan, et la mère de son fils Hicham al-Muayyad était une esclave basque nommée Soubre. Ces mariages et unions interculturelles faisaient partie d'une dynamique sociale complexe, où religion, ethnicité et
pouvoir s'entremêlait de manière défiant les catégories simples. Les mariages entre membres de l'élite musulmane et femmes chrétiennes n'étaient pas rares en Al-Andalus. Ces unions servaient d'instruments diplomatiques, scellant des alliances entre les royaumes musulmans du sud et les royaumes chrétiens du nord de la péninsule. Le grand chef militaire Al-Mansour, qui gouverna Al-Andalus de fait à la fin du Xe siècle, reçut pour épouse plusieurs princesses chrétiennes offertes par des rois du nord afin d'apaiser ses campagnes militaires. La famille des Banu Qassi, dirigeants musulmans des marches supérieures, est un autre exemple notable de mariage interdynastique entre musulmans et chrétiens. Pour les chroniqueurs chrétiens qui observaient ces pratiques, la polygamie musulmane était une source constante de scandales. Les auteurs de traités anti-islamiques médiévaux citaient fréquemment la polygamie comme preuve de la prétendue irrationalité de l'islam. Cette vision négative était, dans une large mesure, le résultat d'une incompréhension délibérée des traditions musulmanes et d'un refus de reconnaître que des pratiques similaires existaient, de façon voilée, au sein même de la chrétienté. La coexistence de traditions matrimoniales aussi diverses dans la péninsule ibérique offre une perspective révélatrice sur la complexité culturelle de l'Europe médiévale. Sur un même continent, coexistaient des systèmes légaux autorisant ouvertement la polygamie, d'autres l'interdisant officiellement mais la tolérant en pratique, et d'autres encore la régulant selon des normes propres. Les communautés juives, par exemple, avaient tendance à adopter les pratiques de la société dominante. Les Juifs sous domination chrétienne pratiquaient principalement la monogamie, tandis que ceux sous domination musulmane montraient une plus grande inclination pour la polygamie. Cette adaptation illustre comment les pratiques matrimoniales sont façonnées non seulement par des préceptes religieux, mais aussi par des pressions sociales et culturelles. À mesure que nous avançons dans les derniers siècles du Moyen Âge, le processus de consolidation de la monogamie comme norme absolue dans l'Europe chrétienne s'est intensifié graduellement. L'Église a continué d'émettre des décrets et des réglementations cherchant à contrôler chaque aspect du mariage, des règles de parenté empêchant les unions entre parents à l'exigence de cérémonies publiques tenues devant un prêtre et des témoins. Des théologiens comme Albert le Grand, Thomas d'Aquin et Duns Scotus ont affiné la théologie du mariage, débattant de la nature sacramentelle de l'union matrimoniale et des conditions de sa validité. Thomas d'Aquin, le plus influent d'entre eux, affirma que le mariage était véritablement un sacrement et que l'acte même de consentement mutuel conférait la grâce divine au conjoint. Cette définition éleva le mariage monogame à un niveau théologique qui faisait de tout écart non seulement une infraction légale, mais un péché contre la nature sacrée même de l'union. L'Empire byzantin a également maintenu la monogamie comme norme légale, mais la réalité était plus compliquée. Les empereurs pouvaient se remarier après la mort d'une épouse, bien que les troisièmes et quatrièmes mariages soient de plus en plus mal vus. Le maintien de concubines n'était pas rare parmi l'élite byzantine, révélant que la tension entre normes et pratiques n'était pas exclusive à l'Occident. Le processus de consolidation de la monogamie en Europe occidentale a culminé dès la transition entre le Moyen Âge et l'époque moderne avec le Concile de Trente tenu entre 1545 et 1563. Bien que chronologiquement situé à l'ère moderne, le Concile de Trente fut profondément marqué par des questions trouvant leurs racines dans la période médiévale. L'une des motivations centrales du Concile était de répondre à la réforme protestante qui avait défié l'autorité de l'Église sur diverses questions, dont le mariage. Curieusement, même parmi les réformateurs protestants, certains mirent en doute l'interdiction absolue de la polygamie. Martin Luther, dans certains de ses écrits, reconnut que la Bible ne condamnait pas explicitement la polygamie, bien qu'il ne la défendît pas ouvertement. Philippe Ier, landgrave de Hesse, l'un des principaux alliés de Luther, reçut des réformateurs la permission de contracter un second mariage alors que le premier était encore en vigueur, un scandale qui secoua le mouvement protestant. Le Concile de Trente répondit à ces questions avec fermeté. Dans son décret Tametsi, promulgué en 1563, le Concile établit que les mariages, pour être valides, devaient être célébrés devant un curé et au moins 2 témoins. Les mariages clandestins, qui avaient été une faille légale pendant des siècles, furent formellement invalidés.
le Concile réaffirma également de manière sans équivoque que le mariage était un sacrement indissoluble entre un homme et une femme, condamnant explicitement la polygamie comme une hérésie. Ces déterminations représentèrent le point culminant d'un processus commencé plus de 1000 ans auparavant, lorsque les premiers pères de l'Église avaient commencé à défendre la monogamie comme le modèle divin du mariage. Mais même après 30, la réalité resta nuancée. La polygamie formelle avait été éliminée dans l'Europe chrétienne. Aucun noble ne pouvait plus entretenir ouvertement plusieurs épouses sans faire face à des conséquences sévères. Cependant, la polygamie informelle, déguisée sous forme de favorites officielles et de relations extraconjugales tolérées, continua d'exister pendant des siècles. Les cours européennes des siècles suivants étaient célèbres pour leurs favorites et maîtresses royales, des femmes exerçant une influence énorme bien qu'elles ne fussent pas les épouses légitimes des monarques. Ce qui avait changé n'était pas tant le comportement en soi, mais le cadre légal et moral au sein duquel ce comportement était interprété. La concubine médiévale, qui avait un statut reconnu, fut remplacée par la maîtresse moderne, dont l'existence était officiellement niée, mais largement connue. Les territoires musulmans de la péninsule ibérique furent progressivement conquis par les royaumes chrétiens au cours d'un processus connu sous le nom de Reconquista. À mesure que les royaumes chrétiens avançaient, les pratiques matrimoniales musulmanes, y compris la polygamie, furent remplacées par les normes chrétiennes. La chute de Grenade en 1492 marqua la fin du dernier royaume musulman de la péninsule et représenta symboliquement la clôture d'une période où différentes traditions matrimoniales avaient coexisté sur le même territoire. Les populations musulmanes restantes furent soumises à des pressions croissantes pour adopter les coutumes chrétiennes, et l'expulsion définitive des Morisques, décrétée en 1609, mit fin à ce chapitre de l'histoire ibérique. Il est tentant de regarder cette histoire et d'y voir un récit linéaire de progrès. Mais ce serait une lecture simpliste. La polygamie médiévale n'était pas simplement une relique de temps barbare. C'était une institution sociale complexe qui remplissait des fonctions spécifiques. Pour les patriarches de l'Ancien Testament, c'était un outil d'expansion démographique et de formation d'alliances. Pour les rois francs, c'était un instrument diplomatique. Pour les guerriers vikings, c'était une stratégie de perpétuation de la lignée. Pour les califes d'Al-Andalus, c'était une expression de statut et un mécanisme d'intégration entre différents groupes ethniques. Pour les chefs gaéliques d'Irlande, c'était un moyen de garantir des héritiers. Dans chaque contexte, la polygamie opérait selon des règles et des logiques propres, qui faisaient sens dans le cadre social où elle s'inscrivait. La monogamie, pour sa part, ne s'est pas imposée simplement parce qu'elle était moralement supérieure. Elle s'est consolidée à travers un long processus de construction institutionnelle. L'Église cherchait à contrôler la sexualité et la reproduction dans le cadre de son projet de régulation morale. Les théologiens trouvèrent dans la monogamie une métaphore de la relation entre le Christ et son Église. Les juristes virent dans la formalisation du mariage un moyen de résoudre les conflits d'héritage. Et les gouvernants comprirent qu'un système monogame, en limitant le nombre d'héritiers légitimes, réduisait les conflits de succession. La monogamie fut une construction sociale répondant à de multiples intérêts et se consolidant par des siècles de négociations entre différentes forces sociales. L'histoire de la polygamie médiévale nous oblige à confronter certaines certitudes sur le mariage. Elle nous montre que l'union exclusive entre deux partenaires est le produit d'un long processus historique, façonné par des forces religieuses, politiques et culturelles. Elle nous rappelle que les frontières entre l'acceptable et l'inacceptable sont des constructions humaines qui évoluent avec le temps. Et elle nous invite à regarder le passé non pas avec jugement, mais avec curiosité, en reconnaissant que les gens d'autres époques vivaient selon des logiques différentes des nôtres. Les châteaux sont aujourd'hui en ruine et les voix des rois et des prêtres médiévaux se sont perdus dans les siècles. Mais les questions auxquelles ils ont fait face, concernant l'amour, le pouvoir et la fidélité, restent vivantes. Chaque société construit ses propres réponses à ces questions, et aucune n'est définitive. La monogamie que nous avons héritée du Moyen-Âge continue d'évoluer et de se réinventer. Et c'est peut-être là le plus grand enseignement de ce voyage, que les institutions humaines, aussi solides qu'elles,
paraissent sont toujours des constructions en cours, façonnées par les besoins et les contradictions de chaque époque. Les premiers signes de cette transformation, visibles dans les lettres de Paul de Tarse, prirent corps avec les décrets du Concile du Latran et trouvèrent leur expression la plus complète dans les déterminations du Concile de Trente. Mais entre ces jalons, il y eut un vaste terrain d'ambiguïté, un terrain où les rois entretenaient des harems silencieux, où les évêques fermaient les yeux sur les indiscrétions des puissants et où les femmes de toutes conditions naviguaient dans un système qui les protégeait et les limitait simultanément. L'histoire de la polygamie médiévale n'est pas une histoire de simple transition. C'est une histoire de tension permanente entre l'idéal et la réalité, entre la loi et la coutume, entre la foi et le pouvoir. Dans les sous-sols des châteaux médiévaux, dans les scriptoria des monastères où les moines copiaient lois et sermons, dans les marchés des cités ibériques où chrétiens, musulmans et juifs négociaient côte à côte, et dans les langus nordiques où les guerriers racontaient des sagas autour du feu, les règles du mariage étaient vécues et réinventées à chaque génération. Aujourd'hui, nous regardons ces pratiques avec le recul des siècles et nous pouvons être surpris de voir à quel point elles diffèrent de nos normes. Mais peut-être que la plus grande surprise est de découvrir que nos certitudes sur le mariage et la famille sont le produit de choix historiques qui auraient pu être différents. La monogamie que nous considérons comme naturelle a été construite pierre par pierre, décret après décret, entre la chair et le trône, sur plus de 1000 ans. Et ainsi, nous arrivons au terme d'un nouveau voyage dans les couloirs du passé. Si ce voyage dans le temps a éveillé votre curiosité, si ces récits sur les rois, les concubines, les lois anciennes et les traditions oubliées vous ont fait réfléchir sur la manière dont les sociétés construisent leurs règles et leurs vérités, alors la meilleure façon de poursuivre cette conversation est simple. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains récits documentaires. Chaque épisode est une porte ouverte sur un autre chapitre de l'histoire humaine, et il reste de nombreux chapitres à explorer. Laissez un commentaire pour nous dire quel aspect de cette histoire a le plus attiré votre attention, quelle période ou civilisation vous aimeriez mieux connaître, ou partagez simplement votre perspective. Votre participation enrichit cet espace et nous aide à proposer toujours plus de contenu de qualité. Et si cette vidéo vous a été précieuse, partagez-la avec quelqu'un qui se passionne également pour l'histoire et ses rebondissements inattendus. À la prochaine aventure, et merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici.